Donc, pour la prochaine présentation, en fait, on va intervertir peut-être les présentations, Oui. Puisque tout le monde est là, et on va donner la parole à Isabelle Odo, Oui. qui nous attend sur Internet, et qui va présenter en fait les thérapies ARN. Donc, alors, juste en un fait, instant. comme ça, j'espère qu'elle est là. Oui, elle est là. Elle est là. Je suis avec elle sur Messenger. Elle est en train d'essayer de partager son écran. Voilà, elle va partager son écran et nous présenter en fait les résultats de différentes entreprises qui ont développé en fait des stratégies thérapeutiques qui essayent justement de corriger des petits morceaux quand il y a des erreurs de quelques lettres. Est-ce qu'on peut arriver à corriger Isabelle, ces petits morceaux? alors normalement... Donc, je donne la parole à Isabelle. Ça y est, Isabelle, tu as le micro activé. Merci, merci à tout le monde. Merci aux organisateurs de m'avoir demandé de parler sur les thérapies à ARN. C'était le titre. On verra qu'il y aura un mot un petit peu plus compliqué puisqu'on va parler d'oligonucléotides antisense. En fait, je pense que vous avez eu déjà pas mal d'explications sur la thérapie génique ou des thérapies ciblées sur des altérations génétiques. En fait, actuellement, dans les essais thérapeutiques, eh bien, quelles sont les approches qui sont développées? Soit on a un gène dont le code est modifié, conduisant à une mutation et à la maladie, et cette mutation va entraîner une perte de fonction. Et dans ces cas, c'est ce qu'on appelle les approches qui sont développées par thérapie génique, c'est ce qu'on appelle la thérapie par remplacement, par apport de gènes, par augmentation de gènes, où là, on utilise des virus inactivés qui vont avoir la séquence nucléique du gène normal apportée par injection sous-rétinienne, ou bien quand le gène quand le gène est trop grand pour être dans un virus, ou bien quand la mutation qui est en cause entraîne non pas une perte de la fonction de la protéine mutée, mais un effet toxique. Dans ce cas-là, il faut inactiver cette protéine, et du coup, il y a des essais qui peuvent envisager ces fameux ciseaux du génome qu'on appelle les CRISPR-Cas9. Donc ça, c'est pour agir sur l'ADN génomique, le patrimoine génétique qu'on a dans les noyaux de nos cellules. En fait, quand une protéine est fabriquée, on a le gène déjà qui est contenu dans les chromosomes avec les parties qu'on appelle les exons qui vont permettre de fabriquer la protéine. Et entre ces exons, on a les introns qui, eux, ne fabriquent pas la protéine. En fait, quand une protéine va être fabriquée, donc va y avoir une lecture de ce code génétique et un phénomène qu'on appelle la transcription, c'est-à-dire que, en fait, à partir d'une copie de l'ADN génomique d'un gène, il y a un ARN messager qui va être fabriqué. Au début, il est immature ou pré-ARN messager, et il va contenir des séquences codantes qui seront utiles pour fabriquer la protéine, et puis encore les séquences qui sont entre les exons codants qu'on appelle les introns. Donc ça, c'est l'ARN prémature. Et ensuite, les introns vont être éliminés par un processus qui s'appelle l'épissage pour former l'ARN mature. Et l'ARN mature, il contient uniquement le matériel génétique important pour la traduction en protéines. Et en fait, quand on parle d'antisense oligonucléotides, on va pas, ou donc ces petites molécules d'ARN, on ne va pas agir sur le génome de la cellule, mais on va agir sur l'ARN prémature, sur le pré-ARN, et du coup modifier certaines choses. En fait, quelles sont les approches à ce moment-là? Donc, c'est les oligonucléotides antisense, c'est des petites molécules aussi d'ARN, donc c'est du code génétique aussi. Et leur particularité, c'est qu'elles vont pouvoir reconnaître, elles sont dessinées pour reconnaître particulièrement une petite zone, une séquence, un bout du code génétique de l'ARN pré-messager, de l'ARN prémature. Et donc, ces petites molécules, elles vont du coup se fixer sur l'ARN prémature. Et puis, par exemple, elles peuvent être dessinées pour se fixer dans une zone mutée, pour empêcher que la mutation puisse s'exprimer. Ou bien elles peuvent se fixer sur des zones sur les bords de ces régions, dont on rappelle ici l'exon
qui va permettre de fabriquer la protéine, et l'intron qui est juste à côté, qui lui va être enlevé dans la maturation de l'ARN, qui est sûrement important sur la structure génomique, mais qui ne sert pas à fabriquer la protéine. Et du coup, quand ces petites molécules d'ARN se fixent sur les bords entre les introns et les exons, qui sont les bords d'une zone très importante pour ce qu'on appelle l'épissage, je vous rappelle l'épissage, on enlève les introns, et bien du coup, ces petites molécules, elles peuvent masquer les zones très importantes pour l'épissage, pour enlever les introns, et donc modifier l'épissage, et par exemple, faire qu'un exon, on va dire numéro 1, au lieu d'être assemblé dans l'ARN mature avec l'exon numéro 2, eh bien, si l'épissage de l'exon numéro 2 il est sauté, eh bien, l'exon numéro 1 va s'assembler avec l'exon numéro 3. Donc, on a modifié l'épissage de l'exon numéro 2 et on a fait ce qu'on appelle un saut d'exon. Et ça peut être intéressant. Par exemple, si l'exon 2 d'un gène d'intérêt est fréquemment muté, et ben, si on supprime cet exon 2, on peut à ce moment-là supprimer potentiellement les effets délétères de mutation portés par cet exon 2. Donc, on peut faire soit un masquage d'une protéine, d'une mutation, soit un saut d'exon pour supprimer tout un fragment de protéine qui peut être porteuse de mutation. Alors, bien sûr, quand on fait un saut d'exon, on va supprimer une partie du codage génétique. Et du coup, on va se retrouver avec une protéine pour laquelle il va manquer le bout qui était censé être codifié par l'exon qu'on a sauté. Donc, on va avoir vérifié que cette protéine plus courte, qui ne contient pas le fragment qui était muté, eh bien, elle est fonctionnelle. Voilà. Donc ça, c'est le principe des oligonucléotides antisens, qui sont des petites molécules d'ARN et qui sont en fait, dans nos pathologies rétiniennes, assez intéressante parce que au lieu de devoir être délivré par des opérations complexes comme la thérapie génique où il faut rentrer dans l'œil et puis faire une bulle sous la rétine pour délivrer le vecteur viral porteur du gène d'intérêt, et bien là, les oligonucléotides antisens, on peut les injecter dans l'œil, tout simplement, dans la cavité de l'œil, qu'on appelle la cavité vitréenne, dans le gel de l'œil. Et en fait, ces petites molécules d'ARN vont rentrer dans la rétine, alors par des mécanismes probablement de transport, etc., et peuvent cibler la cellule d'intérêt. Dans nos cas, on va essayer de faire en sorte que ces oligonucléotides antisens, ils arrivent jusqu'au photorécepteur pour avoir leur effet thérapeutique. Alors, il y a 2 essais actuellement sur les pathologies rétiniennes qui utilisent cette approche et qui testent cette approche. Je vous ai dit, on peut soit masquer une mutation, soit faire un saut d'exon. Eh bien, il y a un essai qui va avoir pour objectif de masquer une mutation. Alors, il y a un gène qui s'appelle CEP290 qui, quand il est muté, est responsable de formes très sévères de dystrophie rétinienne, et il est responsable d'une amorose congénitale de Leber. Et il y a une mutation qui est assez fréquente dans le nord de l'Europe, donc surtout en France, plutôt fréquente dans le nord de la France, mais on en voit un peu partout dans la France, mais surtout dans le nord de la France. Et cette mutation qui va entraîner une forme très sévère de rétinopathie pigmentaire, donc des bébés qui naissent aveugles ou très profondément malvoyants, eh bien, elle se situe à l'intérieur d'un intron. Donc, je vous rappelle, l'intron, c'est ce qui va disparaître pour fabriquer une protéine, mais la séquence d'un intron peut être très importante pour assembler, quand l'ARN se mature, les exons entre eux. Et quand on a cette mutation à l'intérieur de l'intron profonde, eh bien, du coup, l'épissage de l'ARN mature, la maturation de l'ARN va mal se faire, et il y a un bout de l'intron qui va être retenu dans l'ARN mature. Et du coup, quand va y avoir la traduction, quand toute la machinerie de la cellule va traduire l'ARN mature, et la protéine correspondante ne sera pas correcte, puisqu'il y aura un bout d'intron dedans. Et en fait, ça va aboutir très rapidement à un arrêt de la traduction en protéine. Et du coup, ça va aboutir à une protéine pathologique. Et donc, l'objectif de cette thérapie avec des petites molécules d'ARN, qu'on appelle oligonucléotides antisens, eh bien, c'est de venir
reconnaître cette séquence, s'hybrider, se poser sur cette séquence et du coup masquer la mutation. Et quand la maturation de l'ARN se fait, eh bien, l'épissage correct de l'exon 26 avec l'exon 27 est rétabli et du coup, la protéine est correcte. Donc ça, c'est une stratégie pour masquer une mutation qui modifiait l'épissage et qui était dans un intron. Alors, le produit qui est développé, c'est par la compagnie ProQR et ils l'ont appelé Cepofarsen. Ça ressemble à CEP 290, Cepofarsen. Donc, il y a déjà eu une première étude. Alors, ils ont montré aussi, ça c'est intéressant parce que, comme vous savez probablement, qu'avant de passer aux essais cliniques chez les humains, faut prouver que ça marche. Donc, on utilise des modèles. Et donc, on va utiliser soit des modèles cellulaires, soit des modèles, par exemple, une petite souris qui aura la même mutation que les humains. Et là, la compagnie a regardé sur des organoïdes rétiniens. En fait, c'est des mini-rétines qui peuvent fabriquer à partir de cellules de peau d'un patient qu'ils vont transformer en cellules souches adultes. Et à partir de ces cellules souches adultes dérivées des patients, on appelle ça des cellules souches pluripotentes, on peut former des mini-rétines. Et du coup, sur des mini-rétines de patients qui portaient cette mutation, ils ont testé leur approche avec ces petites molécules d'ARN et ils ont vu que l'activité de la protéine, selon les différentes doses, était restaurée. Donc ça, c'était un peu leur preuve de concept, au moins dans un modèle de cellules porteurs de cette mutation. Alors maintenant, il y a eu un essai de phase 1-2, qui a inclus des patients donc porteurs de cette mutation intronique profonde, en testant des injections dans l'œil, donc intravitréennes, à 3 doses différentes. Au début, ils ont pris que des adultes, parce que c'est toujours comme ça, dans les premiers essais chez l'homme, on ne commence jamais chez les enfants en premier. Et puis après avoir montré la bonne tolérance de ces injections intravitréennes uniques, eh bien, ils ont inclus des patients, des enfants, pour tester déjà la tolérance. Voilà. Alors, c'est des études qui ont eu lieu il y a 2-3 ans et qui ont impliqué surtout des centres américains et un centre européen qui était situé à Gand en Belgique. Je vous ai dit, c'est une mutation aussi importante dans le nord de l'Europe. Alors, cette étude de phase 1-2, où on regarde surtout la bonne tolérance de ces injections intravitréennes, alors outre, je ne vous cache pas, il y a une petite douleur à l'injection dans l'œil, mais il y avait un profil de tolérance de cette injection tout à fait satisfaisant. Quelques patients avaient développé des cataractes, mais qui disparaissaient rapidement, ou un peu d'œdème au niveau de la macula, mais qui disparaissaient aussi avec le temps. Et puis, ils ont tenté de regarder si, outre la tolérance de cette approche, si la fonction visuelle de ces patients était meilleure. Et ils ont pu voir, alors c'était vraiment des données préliminaires dans cette phase 1-2, que l'acuité visuelle était un peu meilleure du côté de l'œil injecté. On ne traitait qu'un seul œil. Et puis, la sensibilité dans l'obscurité est également meilleure du côté de l'œil injecté, de même que la mobilité. Ils utilisent un parcours de mobilité avec des obstacles et ils font varier la luminosité de la pièce dans lesquelles les patients vont évoluer. Et du coup, bien sûr, pour des patients qui ne voient vraiment pas bien dans l'obscurité, va falloir que la pièce soit bien éclairée. Et en fait, par cette intervention, cette injection dans l'œil, ils amélioraient la mobilité des patients, leur capacité à éviter les obstacles du parcours de mobilité dans l'obscurité. Donc, du coup, cette étude assez encourageante a donné lieu à une étude de phase 2B3, où là, il y avait plus de centres impliqués, et notamment en France, il y avait le centre de Strasbourg et puis le centre des 15-20 chez nous. Donc, toujours pareil, des patients adultes, ou en tout cas, il fallait qu'ils aient plus de 16 ans, qui étaient impliqués dans cette phase de B3, où là, on va essayer de tenter d'avoir une preuve plus importante de l'efficacité, avec 2 doses testées contre une fausse injection. Et en fait, ce coup-ci, ce n'était pas juste une injection unique, mais une injection des 2 yeux, alternativement,
Chacun des 2 yeux était injecté avec un espace entre les 2 yeux de 3 mois et chacun des yeux est injecté tous les 6 mois parce qu'on sait que ces petites molécules d'ARN dans l'œil, eh bien, elles sont pas permanentes, elles sont pas stables. Il faut faire des injections à peu près tous les 6 mois. Donc, après, ils ont donc regardé le profil de tolérance de la même façon. Et en fait, là, ça a été un petit peu plus, c'est des nouvelles assez récentes de février 2022, un petit peu plus décevant, puisque l'étude de phase 2B3, donc qui impliquait un peu plus de patients, avec plus de centres, n'a pas montré, en tout cas en intermédiaire, hein, ils ont fait une analyse à 1 an. Maintenant, il va falloir faire l'analyse à 2 ans, mais les résultats qui avaient été trouvés dans la phase 1 n'ont pas été confirmés dans cette phase de B3 pour tous les patients. Et en fait, pour être honnête, ils ont groupé les données. Et en fait, il y avait quelques patients qui étaient bien répondeurs, mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Et donc, si on prenait les données ensemble, eh bien, les effets n'étaient pas confirmés. Donc maintenant, ce qu'ils font, bien sûr, comme l'étude, c'était une étape intermédiaire, cette analyse, l'étude, elle dure 2 ans. Ils ont analysé les données à 1 an. Donc, bien sûr, l'étude continue pour les patients qui ont choisi de poursuivre l'étude. Et il y a une analyse de sous-groupe pour voir s'il n'y a pas des critères au niveau de l'examen ophtalmologique, du statut de la dystrophie rétinienne, qui pourraient expliquer pourquoi certains patients n'avaient pas un effet bénéfique de ces petites molécules d'ARN et pourquoi les autres ne l'avaient pas. Voilà. Donc ça, c'était pour la mutation atronique profonde, donc affaire à suivre. L'autre approche, c'est le Sodexan. Donc ici, le Sodexan, il va s'appliquer à un autre gène qui s'appelle le gène H2A et on va essayer par toujours cette approche d'ARN, de petites molécules d'ARN, de faire sauter l'exon 13 en modifiant l'épissage de l'ARN prématuré. Alors, l'exon 13, en fait, c'est intéressant parce que l'exon 13, il est sur un gène le gène H2A, c'est un gène hyper grand qui, pour l'instant, ne peut pas rentrer dans les virus qu'on connaît. Et l'exon 13 est très fréquemment muté, notamment dans la rétinite pigmentaire ou dans le syndrome de Usher de type 2. Ouais. Alors, donc l'idée, j'ai presque fini, l'idée c'est donc de supprimer cette zone mutée et de restaurer une protéine qui sera plus courte puisqu'il manquera la partie qui est codée par l'exon 13. De la même façon, ils ont regardé ça sur les organoïdes rétiniens de patients et ils ont montré que la protéine pouvait continuer à être efficace. Et ils ont montré ça aussi sur des modèles de poissons zèbres pour lequel ils supprimaient l'exon 13 sur un poisson zèbre muté et ils retrouvaient une fonctionnalité à l'ERG. Donc, l'étude Stellar a permis de tester cette approche sur des patients atteints de rétine pigmentaire ou de syndrome de Usher de type 2 avec des mutations sur l'exon 13, avec plusieurs doses, une seule injection, avec d'autres centres. Et en France, on avait nos amis de Montpellier, ainsi que nous au 15-20. Avec un bon profil de tolérance, hormis les douleurs liées à l'injection, mais qui sont tolérables. Et les premiers résultats de cette phase qui teste plutôt la tolérance du médicament sont encourageants sur l'acuité visuelle, sur le champ visuel et aussi sur un paramètre d'imagerie de la structure de la rétine, ce qu'on appelle la zone ellipsoïde sur l'OCT, qui est un reflet un peu des articles externes des photorécepteurs. Donc, ces résultats encourageants sur l'exon 13 de H2A ont conclu donc l'étude Stellar et tous les patients dans l'étude Stellar maintenant sont impliqués dans l'étude ELIA et il y a une nouvelle étude de phase 2-3 où là on va avoir plus de patients invités à participer pour tester non pas une seule injection mais des injections itératives des 2 yeux à 6 mois d'intervalle, donc affaire à suivre. Donc, vous voyez, il y a des choses très intéressantes avec ces petites molécules d'ARN qui nécessitent des injections répétées, mais qui sont très bien tolérées et qui sont assez simples, en fait, de délivrance. Voilà. Donc, du coup, je voulais juste conclure pour dire que ça veut dire que si on veut développer ces essais assez innovants, le prérequis, c'est quand même d'avoir la mutation génétique à l'origine de la dystrophie rétinienne identifiée, la nécessité d'être référencé dans nos filières de centres de maladies rares
Et voilà, c'était ce que... Oui, mais c'est... Voilà. Il y a des questions pour Isabelle ? Bonjour. Alors, une petite question. On a eu une présentation très complète. Pour moi, vous avez passé très rapidement sur l'effet bénéfique. Vous avez dit que c'était les effets bénéfiques bien constatés, mais en fait, de mon point de vue, on n'a pas eu très concrètement qu'est-ce que ça signifie comme évolution. Par exemple, sur le Zucher 2, là, tout à l'heure. Alors, c'est parce qu'en fait, c'est des études, c'est des essais cliniques, hein, c'est pas encore des choses qui sont considérées comme des traitements. Et en plus, la première étude dans le Cher de type 2 ou dans la rétine pigmentaire, c'est une étude de phase 1-2 où on va regarder surtout la tolérance de l'injection, voir si ça donne pas un effet secondaire, si ça aggrave pas la maladie. Et il y a quelques tests qui étaient faits sur l'acuité visuelle, sur le champ visuel, sur l'imagerie rétinienne, et il y avait aussi un parcours de mobilité pour quand même approcher si les patients ils ont une meilleure acuité visuelle ou une acuité visuelle stable ou un champ visuel peut-être qui se stabilise ou qui s'améliore un tout petit peu. C'était une phase 1-2, donc en principe, on regarde uniquement la tolérance du médicament dans les phases 1-2, mais de plus en plus dans ces études, on veut voir s'il y a un petit effet. Et il semblerait qu'après juste une seule injection, cette première étude sur le gène HDA, c'était une seule injection dans un des deux yeux, il semblerait qu'il y ait une différence entre l'œil injecté par rapport à l'œil non injecté, avec une acuité visuelle un peu meilleure sur l'œil injecté, un champ visuel qui serait un petit peu meilleur ou moins altéré. Voilà. Mais on reste prudent parce que ces premières phases d'études, quand c'est la première fois qu'on commence chez les humains, on va surtout s'intéresser à la tolérance du traitement avant de voir des effets bénéfiques. Et donc, c'est l'étude Sirius là, qui va commencer, qui, elle, va inclure beaucoup plus de patients et qui va nous donner une idée beaucoup plus précise si avec ça, on est capable au moins de stabiliser la pathologie. Je pense que c'est aussi tout à l'heure. J'entends plus, Serge. Oui, non, ce que je disais, c'est tout à l'heure, on a eu une présentation sur Sparring Vision, où en fait, justement, il y avait les critères de sélection des patients, où en fait, ça semblait très restrictif, mais je pense que ce que tu viens de nous montrer, c'est combien, en fait, il est important de bien sélectionner les patients, puisque là, dans l'étude sur Ceprofen, on voit bien qu'il y a, en fait, certains patients qui répondent et pas d'autres, et que du coup, d'où l'importance de toujours avoir des groupes très compacts. Non, peut-être tu peux commenter par rapport à ça ? Oui, en fait, faut savoir que l'objectif de ces thérapies, c'est quand même d'essayer de protéger les photorécepteurs. Donc, s'il n'y a plus de photorécepteurs, c'est clair qu'on va induire un traitement avec des effets secondaires potentiels, mais des effets bénéfiques qui ne seront pas forcément retrouvés. Et par ailleurs, surtout dans les essais cliniques, puisqu'on sait qu'il y a une grande variabilité d'un patient à un autre, si on veut avoir des choses entre guillemets statistiques, il faut qu'on prouve dans les essais cliniques qu'on est capable d'améliorer les choses par rapport à l'évolution naturelle, il faut qu'on ait des groupes très homogènes. Donc souvent les patients vont avoir des acuités visuelles de temps à temps, des champs visuels de temps à temps, etc. Et par exemple, dans l'étude Sirius, ils ont décidé, basé sur leurs résultats de la phase 1-2, sur le exon 13 de gène H2A, de prendre plutôt des patients avec une forme déjà avancée de la pathologie. Donc, par exemple, les patients qui ont 10 dixièmes ne seront pas forcément inclus à 5 dixièmes, par exemple. D'accord. On t'a perdu après 10 dixièmes. Ah oui, parce qu'on m'a demandé de mettre ma visio. Et voilà. Oui. Donc, je disais qu'on ne va pas prendre dans l'étude Sirius. Ils ont décidé
d'essayer de voir quel est l'effet donc sur l'acuité visuelle et sur le champ visuel chez des patients qui ont déjà des formes avancées de rétinopathie pigmentaire. Et donc, ce ne sera pas les patients qui ont 10 dixièmes et un champ visuel qui est encore préservé, ce sera des patients plus atteints. Ok. D'autres questions? Oui. J'ai une petite question sur le masquage, comme ça, pour bien comprendre ce qu'est le masquage. Lorsqu'on a masqué une mutation dans une cellule, si la cellule est amenée à se diviser, est-ce que le masquage subsiste dans les cellules filles? C'est une très bonne question. Alors, je vais dire c'est une très bonne question, mais dans la rétine, c'est heureusement pas un problème puisque les cellules se divisent plus. Mais bien sûr, si la cellule se divise, on pense que l'ARN messager il va être dilué et du coup, dans les cellules qui vont être résultées, il y aura moins de petites molécules d'ARN et du coup moins d'effets. Il y a une question d'une experte au fond de la salle. Oui, non, c'était juste dans les critères de sélection, il y a l'acuité visuelle bien sûr. Quand tu dis que c'est des stades évolués, il y a quand même une segmentation à l'OCT, qui est le critère d'évaluation anatomique de la fovéola, qui montre qu'il y a une subsistance de la ligne ellipsoïde chez ces patients, et il y a une certaine épaisseur rétinienne aussi. Donc oui, c'est une atteinte de la périphérie qui est importante, mais au centre, il faut quand même qu'il y ait toujours du tissu pour ces techniques. Ouais. Donc tu as dû... J'entends plus. Tu as reconnu Isabelle Meunier de... Oui, j'ai reconnu Isabelle. Salut. Alors bonjour, moi d'ailleurs je suis un de vos patients comme la moitié d'entre vous je pense ici. J'ai une question, je voulais savoir, donc du coup c'était des injections ARN d'après ce que j'ai compris. Je voulais savoir si par exemple le fait d'avoir pris le vaccin aurait un effet indépendant entre les deux injections ARN en fait. Si par exemple le patient il serait amené à avoir cette thérapie dans le futur, je ne sais pas si par exemple, sur un intervalle très court, prendre le vaccin et puis ce type de thérapie aurait une incidence l'un sur l'autre. Alors, c'est une question très, très intéressante et d'actualité. On pense qu'il n'y a absolument aucune raison que ça soit une contre-indication, puisque ça va être des molécules d'ARN complètement différentes. Je pense que la chimie du vaccin est complètement différente de ces petites molécules d'ARN qui sont injectées dans l'œil. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de penser que ce sera une contre-indication ou qu'il y aurait une interaction quelconque entre les deux, entre des petites molécules d'ARN pour le vaccin qui vont d'ailleurs rester dans le bras et puis d'autres qui vont être uniquement dans l'œil. D'accord, merci. Oui, il y a une autre précision aussi. Isabelle, vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît. En fait, les techniques d'oligonucléotides, ça reproduit le principe des ARN interférents, et nous en avons tous dans nos cellules, dans notre cytoplasme, en permanence. Donc, a priori, il n'y a pas d'interaction, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Donc, ça reproduit un mécanisme physiologique. Après, ça reste le côté très ciblé du design de ce que l'on va apporter pour que ça cible que la mutation et rien d'autre. Et puis, c'est injecté dans l'œil, il y a quand même un isolat géographique par l'œil. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la prochaine présentation de Guylaine Lemeur de Nantes, qui